Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Fake news, propagande, désinformation, la vérité est la première victime de la guerre, comme le disait Kipling. La Russie affirme que l'Ukraine prépare une bombe sale, un mensonge selon Kiev et ses alliés, qui pourrait donner à Moscou le prétexte d'utiliser l'arme nucléaire. Open Source Intelligence, c'est l'acronyme anglais du renseignement en source ouverte, la parade utilisée pour rétablir les faits dans le brouillard de la guerre. Le président sortant brésilien Bolsonaro a fait tourner à plein régime la machine à désinformer pour essayer de l'emporter. Il a bien failli réussir en échouant d'un cheveu face à Lula. La désinformation est une arme de guerre, une partie essentielle même de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une discipline dans laquelle Russes comme Américains sont passés maîtres. Qui a oublié le fameux mensonge américain sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein servant à justifier la guerre en Irak? Des informations aussi sur la santé de Poutine qui serait soumis à des bains dans du sang de daim sibérien. L'intéressé a pourtant paru en grande forme en tenant un discours de près de 4 heures au Forum Valdai le 27 octobre. Mais c'est bien Vladimir Poutine qui, depuis plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, a fait de la désinformation son cheval de bataille, accusant par exemple l'Occident de vouloir une guerre nucléaire. Nous n'avons jamais été les premiers à dire quoi que ce soit au sujet de l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Nous n'avons fait que des allusions répondant aux déclarations des dirigeants des pays occidentaux. C'est pourtant Poutine qui a brandi le premier la menace nucléaire. Plus c'est gros, mieux ça passe, selon l'adage, comme nous le verrons avec notre invitée Isabelle Vera-Masson. Et surtout dans l'univers des réseaux sociaux, caractérisés par les bulles de filtre imposées par l'algorithme, le mensonge se propage plus vite que la vérité. Côté ukrainien, la stratégie est de saturer l'espace médiatique de vidéos montrant les dégâts matériels et psychologiques. Un marketing de guerre porté par des soldats de l'influence, comme l'écrit Asma Mala dans un article publié par la revue en ligne Le Grand Continent. Des deux côtés, tout est bon pour gagner l'opinion publique et pour tromper l'adversaire, comme on va le voir avec ce sujet de Mélanie Ohaillon, Maureen Mercier et Guillaume Fialip. Devant plusieurs représentants militaires étrangers, ce lieutenant général russe affirme que l'Ukraine fabrique une bombe sale. Leur travail est entré dans la phase finale. Kiev réplique et accuse Moscou de préparer une attaque sous faux drapeau pour justifier une escalade militaire. Si la Russie dit que l'Ukraine prépare prétendument quelque chose, cela signifie une chose. La Russie a déjà préparé tout cela. Une manœuvre classique des Russes, selon le secrétaire général de l'OTAN, dans une guerre de communication qui a commencé bien avant le début de l'offensive. Libérer et nettoyer l'Ukraine des nazis, ce récit a été martelé sans preuve durant des mois sur les principales chaînes de télévision russes. Durant ces dernières décennies, la nazification de l'Ukraine s'est faite grâce à la complicité et même l'approbation de pays soi-disant civilisés. Berlin et Paris, comme Bruxelles et Londres, ont garanti ce processus. À Moscou, lors des dernières célébrations de victoire face à l'Allemagne nazie, il y avait de nombreux convaincus. J'espère que nous gagnerons cette guerre et que nous vaincrons à nouveau le fascisme et le nazisme. Beaucoup de gens en Occident et en Amérique ne sont pas informés ou sont mal informés. En ligne, ces théories se propagent à une vitesse folle. Une start-up américaine spécialisée dans l'analyse des fake news a identifié 290 sites qui diffusent de la désinformation sur la Russie et l'Ukraine. Parmi les plus influents, RT, TASS et Sputnik News. Rien que sur Facebook et Instagram, Meta dit avoir bloqué plus de 2000 comptes et pages après avoir démantelé un réseau basé en Russie qui propageait de fausses nouvelles en Europe. Une guerre, il faut évidemment pouvoir la couvrir des deux côtés, côté ukrainien et côté russe. Le problème ici, c'est que on n'a pas accès, ou pratiquement pas accès, aux territoires occupés par la Russie. Pourquoi? Parce que le pouvoir russe ne délivre pratiquement pas de visa aux journalistes. C'est extrêmement compliqué de travailler ici. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la propagande russe extrêmement puissante, et puis de l'autre côté, il y a l'art du storytelling ukrainien. Il faut faire
extrêmement attention à ce qu'on voit derrière nos écrans, sur nos écrans. Pourquoi? Parce qu'il y a véritablement, alors là, un fossé entre ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et la réalité. C'est vraiment deux mondes complètement parallèles. Je crois qu'en tant que journaliste européen, étranger, il faut être aussi capable de se méfier de nous-mêmes. Évidemment que dans cette guerre, il y a un agresseur, la Russie, il y a un agressé, l'Ukraine. À partir de là, ça ne veut pas dire que tout ce que fait l'Ukraine est forcément recommandable et tout ce que ferait la Russie est forcément condamnable. Je vous donne un exemple. J'étais à Boutcha, cette ville qui a subi une violence de la part des militaires russes absolument inouïe. J'y ai interrogé des femmes qui avaient été victimes de viols. J'ai dû leur poser la question en tant que journaliste, avez-vous aussi subi des viols ou des gestes déplacés de la part des soldats ukrainiens lorsqu'ils sont venus vous libérer? En l'occurrence, la réponse c'était non, mais moi en tant que journaliste, c'était un devoir. Ainsi, il faut absolument pouvoir se confronter à la réalité, poser toutes les questions, peu importe les camps. Bonjour Isabelle Véramasson, vous êtes historienne, sociologue des médias, chargée directrice de recherche au CNRS. Vous êtes ici à Nantes pour parler de la désinformation en temps de guerre. Alors qu'est-ce qui apparaît de nouveau dans cette guerre d'Ukraine sur cette question justement de désinformation? Alors, la question de la désinformation, il faudrait presque la définir déjà, hein, puisque quand on parle de désinformation, on parle d'une intention politique de la part d'un État ou d'un acteur, là on parle d'un État, pour fournir des informations fausses, dans des buts de propagande, des buts de compréhension. Là, en l'occurrence, c'est très spécial, puisqu'il se trouve qu'à la tête de l'État agresseur, de l'État russe, c'est-à-dire de Poutine, il n'y a pas un discours de désinformation, il y a un discours carrément faux. Il parle d'une force nazie qui occuperait l'Ukraine et que les Russes seraient chargés de faire disparaître, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler serait à la tête de l'Ukraine. Donc on voit bien que le mot désinformation n'est pas véritablement utile dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas l'idée de diffuser des fausses nouvelles, de tromper, etc. Il y a véritablement quelqu'un à la tête d'un État qui explique par des raisons aberrantes une action politique. On n'est plus ni dans l'information ni dans la désinformation, on est encore une fois dans quelque chose de tout à fait différent. Donc c'est un récit à destination des Russes avant tout. Quelle est son efficacité? Alors il est à destination des Russes et évidemment de ceux qui sont à l'extérieur, en particulier, comme l'a dit le président Macron, des non-alignés, ce qu'on pourrait appeler les non-alignés, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas prendre position ni pour ni contre l'intervention ou l'aide européenne et américaine à l'égard de l'Ukraine. Mais l'efficacité, et je me souviens tout à fait au début, c'est très frappant de voir les experts sur les plateaux de télévision expliquer que les Russes ne croyaient pas ce que racontait Poutine. Comme si les experts qui connaissent finalement des gens qui leur ressemblent ne pouvaient pas admettre que ce discours totalement faux, encore une fois, c'est même plus de la désinformation, c'est quelque chose qui est un monde parallèle par rapport à la réalité, ne pouvait pas être convaincant. Or, on s'aperçoit, quand on va un peu plus loin, quand on rencontre les gens, comme le font les journalistes, ou comme on peut le trouver à travers les réseaux sociaux, enfin, il y a des manières de s'informer, que non, ce discours-là, finalement, il n'est pas rejeté massivement. On n'est plus en Union soviétique. En Union soviétique, on le sait, les discours au sommet de l'État n'étaient pas crus. Il y avait tout un aspect de dérision, de blague, de rejet systématique de ce qui venait de la tête de l'État, même si on s'accommodait du régime, mais il n'empêche que l'information était quelque chose avec lequel on jouait. Là, on a découvert, d'une certaine manière, que Poutine avait beaucoup plus de crédibilité dans son discours, dans ses explications que les anciens dirigeants de l'Union soviétique avaient, et qu'une partie importante des Russes acceptent, valide ce discours qui, encore une fois, est très éloigné, nous semble-t-il, en tous les cas, du réel. D'où l'importance d'avoir, par exemple, interdit les réseaux Russia Today et Sputnik en Union européenne, parce que ce sont évidemment des réseaux qui relaient ces discours, enfin ces récits que vous qualifiez de faux. Nous avons interdit la voix, enfin ce que nous avons dit être la voix de Poutine en Europe, en tout cas en France, avec cette idée vraie et fausse qui est
on ne peut pas accepter que des mensonges, que des aberrations, que des intox ou des contre-informations, de la désinformation aient une légitimité, une place dans notre débat public, dans notre espace public. Et là, je ne sais pas si nous avons eu tellement raison. Ça pose l'hypothèse que nous sommes finalement fragiles, que nous pouvons changer d'idée, que nous pouvons croire les mensonges. Et ça, c'est pas forcément vrai. D'abord, est-ce que Russia Today, est-ce que Sputnik, c'est vraiment une émanation du pouvoir russe? C'est pas sûr. Il y avait des professionnels, il y avait des gens qui travaillaient. Et puis, est-ce qu'on ne s'est pas privé, en interdisant cette source d'information, est-ce qu'on ne s'est pas privé d'essayer de comprendre avec, pas forcément avec de la complaisance, mais simplement avec de l'intelligence, ce que pense l'ennemi. Et ce que pense l'ennemi, ou en tous les cas une partie de ces forces poutiniennes et russes. Mais pour nous, c'était quand même un moyen d'essayer de comprendre ce qui se passait, et je pense qu'on est efficace lorsqu'on comprend même l'incompréhensible. Alors, on connaît cette formule, hein, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Là, il semblerait que ce soit plutôt la vérifiabilité. Or, justement, pour être capable de vérifier ces informations que donnent les Russes, il y a ce qu'on appelle le renseignement en source ouverte. On fait ce décryptage avec Elsa Anguinolfi et on se retrouve juste après. Le 17 juillet 2014, le vol MH17 de la Malaysia Airlines est abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, où séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes se battent depuis quelques mois. 4 mois plus tard, le site d'investigation Bellingcat retrace, grâce à des images publiées sur les réseaux sociaux ou dans la presse, le parcours dans la zone séparatiste pro-russe et en Russie de la batterie anti-aérienne accusée d'avoir tiré sur l'avion. Cette enquête met en lumière ce que l'on appelle l'OSINT, pour Open Source Intelligence, le renseignement à partir de l'analyse de données accessibles au grand public. C'est ce que fait Tim Erhardt. Cet ancien analyste en cyber-renseignement pour le gouvernement américain est aujourd'hui employé d'un grand groupe suisse. Sur son temps libre et parfois tard dans la nuit, il décortique des photos publiées sur les réseaux sociaux, images de webcam ou de satellites du conflit actuel en Ukraine. Il publie ses découvertes sur son compte Twitter. Ici, on peut voir des véhicules russes prêts à traverser le fleuve Dniepr et quitter Kherson. C'était ces dernières semaines. J'aime faire cela parce que je pense que la vérité est vraiment importante. Aujourd'hui, trop de choses ne sont pas toujours claires dans les médias, surtout sur ce qui est controversé. Il y a beaucoup d'informations contradictoires. C'est vraiment important de se concentrer sur l'analyse de données et d'avoir plusieurs sources. Il a notamment travaillé sur la ville de Sievierodonetsk, prise par les forces russes à la fin du mois de juin. On peut trouver des images d'avant la guerre et les comparer rue par rue à des images pendant la guerre pour voir ce qui a changé. Sous chacun de ces points, par exemple, on trouve un bâtiment qui a été détruit ou endommagé. Journalistes, chercheurs et ONG recourent de plus en plus aux techniques de l'OSINT, comme Amnesty International, qui cherche à récolter les preuves de crimes de guerre en Ukraine. Par exemple, l'usage de bombes à sous-munitions sur la ville de Kharkiv, au début du conflit. La première chose sur laquelle on est tombé sur les réseaux sociaux, c'était cette vidéo, qui montre des frappes sur un large rayon, environ 450 mètres. On a pu géolocaliser et faire correspondre les différents éléments pour confirmer cet événement. En avril, ce sont des images satellites que le New York Times utilise pour montrer que les corps retrouvés à Boutcha, près de Kiev, étaient déjà là lorsque les troupes ukrainiennes ont repris la ville, mettant à mal la version russe qui dénonce une mise en scène. Alors on le voit, hein, le paradoxe, c'est qu'on peut être très bien informé grâce à ces nouvelles technologies, mais en même temps adhérer à des récits comme celui des Russes. Est-ce que ça ne pose pas la question finalement de l'influence ? La question de l'influence est une vaste question. Les travaux sont nombreux et il est bien évident de s'apercevoir qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne information, de pouvoir la documenter, de pouvoir prouver pour convaincre. C'est-à-dire qu'il y a de telles résistances chez ce qu'on appelle le récepteur, c'est-à-dire celui qui va regarder le message, qui va l'écouter, qui va le voir. Une telle capacité de résistance qu'il n'est pas si évident d'influencer. Et même si nous avons, là encore une fois, comme jamais, les moyens d'aller vérifier
grâce aux plateformes qui sont dédiées à ça, grâce à la possibilité d'avoir accès à des témoins presque directs, de plus en plus directs, rapidement, sans biais, directement, eh bien cela ne signifie pas que vous allez convaincre celui qui ne veut pas être convaincu. Rappelez-vous cet incroyable film israélien dans lequel on voit un enfant qui est tué en direct par une armée face à lui, eh bien, les gens qui n'ont pas voulu croire que l'enfant de Doha avait été tué par les Israéliens ne l'ont jamais cru, même s'il y a eu une commission d'enquête, même si toutes les caméras du monde entier, même si le journaliste qui l'a dit était indiscutable, ceux qui n'ont pas voulu croire l'information officielle ne l'ont jamais cru. Oui, et cela explique par exemple que selon un récent sondage, la moitié des Français adhèrent finalement beaucoup plus qu'on ne le croit au récit de Poutine, en tout cas sur les causes de cette guerre qui mettent en cause l'OTAN. Donc on voit qu'il y a là aussi une influence peut-être politique aussi. Alors, parmi les grilles qui vous permettent de rejeter, de discuter, de commenter le message que vous recevez, et nous sommes tous formés avec ces grilles d'interprétation, il y a effectivement la conviction. La première conviction, c'est pour certains, on le sait, on l'a vu en France, c'était très frappant. Lorsque le 24 février, disons le 25, l'unanimité ne s'est pas faite contre l'invasion d'un pays comme la Russie sur un pays voisin, l'Ukraine. Et même, nous avons vu des forces politiques importantes, hein, le Rassemblement national ou la France, les Insoumis, qui finalement n'étaient pas complètement d'accord avec la condamnation qui pouvait avoir lieu sur l'invasion russe. Donc pour ces forces politiques qui avaient envie, par anti-américanisme, par respect pour Poutine et la politique qu'il avait faite en Syrie ou dans d'autres cas, n'avaient pas envie de croire au discours condamnateur qui condamnait la Russie, ces forces politiques, bien sûr, infusaient en France, étaient soutenues par des Français, et les Français, même si ces forces politiques en question ont changé leur discours, ils ont condamné finalement l'invasion russe, malgré tout, ceux qui avaient une certaine sympathie à l'égard de la Russie, à l'égard de Poutine et à l'égard de cette compréhension de ce qui se passait là-bas, n'ont pas changé d'avis, malgré le fait que, indiscutablement, dans les médias français, il y a eu partout une condamnation de la Russie. Et ces gens renvoient dos à dos la propagande ukrainienne, disons qu'il y a autant de propagande côté ukrainien que côté russe. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que les Français d'aujourd'hui sont des experts en communication. Les Français savent qu'il existe de la propagande, ils savent qu'il y a de la contre-propagande, ils savent qu'il y a des informations. Tout ça, ils sont très capables de parler longuement de ces questions d'information, des informations. Mais ils en parlent avec leurs idéologies, leurs croyances, leur capacité d'analyse. Ils sont très sûrs d'avoir raison et ils ont éventuellement raison seuls contre le monde entier, seuls contre 60% des Français, puisque, on le sait, plus de 60% des Français condamnent l'intervention. Mais il y a quand même encore 40%, 35 et 40% des Français qui, pour des raisons pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils sont capables d'analyser la politique extérieure de Poutine, des Ukrainiens, qui mettent en doute. Et finalement, n'ont-ils pas, ils ont comment dirais-je, du biscuit pour dire ça. Rappelons-nous quand même que les Américains qui nous donnent des leçons en ce moment ont fait un mensonge organisé pour envahir l'Irak. Ce mensonge, tout le monde l'a à l'esprit. Ce mensonge américain qui les a autorisés avec une espèce d'accord international avec des fausses raisons, des mauvaises raisons et des mensonges pour envahir l'Irak, on sait les conséquences, eh bien les Français ont ça en tête, ce qui leur permet de contester le discours dominant français. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Vermasson, c'est un plaisir de vous retrouver ici à Nantes sur le plateau de Géopolitis et on suivra bien sûr encore toutes ces questions liées à l'information et à la désinformation en temps de guerre. Merci à vous. Donald Trump avait repris le concept de fake news pour discréditer la presse critique à son égard. Et il avait mis en avant le concept de vérité alternative qui permettait à son porte-parole d'affirmer contre toute évidence qu'il y avait plus de monde à son investiture que pour celle d'Obama. Mais c'est au Brésil, lors de la dernière campagne présidentielle remportée de justesse par Lula, que la désinformation initiée par Bolsonaro a atteint des sommets. Anne Delette.
Des supporters gonflés à bloc, lors d'une campagne électorale profondément marquée par l'utilisation des réseaux sociaux. À la télé, ils ne disent que des mensonges. Moi, je ne m'informe que par le téléphone. S'informer par téléphone, c'est le résultat de la politique de Jair Bolsonaro. Et ça marche. Aujourd'hui, 79% de la population s'informe sur WhatsApp. Pendant 4 ans, l'ex-président a bâti sa communication sur les réseaux sociaux, un peu à la manière de Donald Trump, avec des millions de followers, un véritable outil de propagande électorale. Et dans ce contexte, chaque occasion est bonne pour casser du sucre sur la presse officielle et défendre son précaré. Lula répète sans cesse qu'il veut contrôler les réseaux sociaux. Depuis son élection en 2018, le volume de fake news a quadruplé au Brésil. Fake news et montage grossier comme ici. Sur cette photo, Lula tient une statue considérée comme satanique. En fait, il s'agit d'un photomontage. Voici le cliché original, mais le mal est fait. Sur les réseaux, on apprend que Lula a signé un pacte avec le diable, qu'il veut fermer les églises. On ne veut pas que le communisme soit implanté ici et nous censure notre foi en Dieu. Luciana s'informe sur WhatsApp ou Telegram. Nous, en temps normal, on n'a pas accès aux informations qui viennent de la politique, du Congrès. Alors les nouvelles qui circulent sur les groupes nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe, de savoir quoi penser. À la base, c'est Jair Bolsonaro, notre président, qui a ouvert cette porte de l'information sur Internet. Information, mais surtout désinformation. Un circuit qui échappe à tout contrôle et contre lequel il est difficile de lutter. Cet analyste de la presse épluche les réseaux sociaux. Actuellement, les deux camps font usage de cette stratégie de désinformation. La gauche y était réticente au début, mais maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent, sauf que dans une proportion tout de même bien moindre que le camp Bolsonaro. Au-delà de la joie des célébrations, un nouvel acteur s'est imposé. Il a pour nom désinformation et risque d'empoisonner le mandat de Lula. On connaît les célèbres exemples de désinformation que sont le faux charnier de Timisoara et les soi-disant armes de destruction massive irakiennes évoquées par notre invité. Moins connue, l'opération Infection, lancée par le KGB en 1983, qui visait à attribuer aux Américains la fabrication du virus du sida. Anne Delette, Ilana Korman. En 1983, à New Delhi, en Inde, apparaît dans un obscur petit journal de gauche, Le Patriote, une incroyable nouvelle. Le virus du sida aurait été causé par des expérimentations américaines. Il est question de laboratoires secrets, d'armes biologiques dépendant du Pentagone pour tuer des homosexuels et des Afro-Américains. Localisation, Fort Detrick, dans le Maryland. Une véritable bombe. Mais il faut attendre le 7 septembre 1985 pour y déceler l'ombre de Moscou. Dans ce télégramme envoyé à la Bulgarie, le KGB évoque des mesures actives contre les États-Unis en lien avec le sida. Dans la terminologie soviétique, mesure active signifie opération de désinformation. La désinformation, un département essentiel au sein du KGB, comme en témoigne cet ancien espion interviewé par le New York Times. 85% du temps de travail des espions était consacré à la subversion idéologique et à la désinformation. En 1986, la nouvelle se répand autour du globe, à la vitesse du virus, grâce au rapport Segal, diffusé lors de la conférence des non-alignés. Jacob Segal, un obscur professeur de biologie à la retraite, et sa femme Lily réitèrent leurs accusations concernant le sida. Les États-Unis sont identifiés avec le diable. Des prisonniers américains auraient été utilisés comme cobayes. Mais le KGB décroche le jackpot le 30 mars 1987, lorsque la télévision américaine relaie la nouvelle à des millions de téléspectateurs. Une publication militaire soviétique proclame que le virus du sida s'est échappé d'un laboratoire militaire américain faisant des expériences biologiques. J'étais tellement furieuse qu'ils aient accusé les États-Unis d'avoir créé le virus du sida.
Je savais combien cela allait être un instrument puissant contre nous. Le mensonge a perduré longtemps. En 1985, Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan se rencontrent à Genève. Mais il faudra attendre 1990 pour que le président russe reconnaisse que les services secrets soviétiques étaient à la manœuvre, une des opérations de désinformation les plus réussies du KGB. Dans son entreprise de désinformation, Vladimir Poutine dispose de certains relais côté occidental, en particulier d'anciens espions comme le Suisse Jacques Beau ou l'ancien patron du renseignement à la DGSE, Alain Juillet, qui affirme que les Américains et Européens sont responsables de la guerre en Ukraine. Plus surprenant, ce discours est repris par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui ne fait pourtant pas partie de la mouvance complotiste. Poutine était ouvert par rapport à l'Occident. Les USA ont préféré l'Ukraine dans l'OTAN. Absurdité, il n'aurait pas dû y avoir de guerre. Le Poutine de 2022 est notre création. Il s'est fait poliment remettre en place par l'ancien ambassadeur de France en Suisse, Michel Duclos, que nous avions reçu dans Géopolitis. Monsieur le ministre, cher HV, c'est difficile de renoncer aux convictions de toute une vie, mais il est temps de regarder les faits tels qu'ils sont. Avec toute l'équipe, je vous remercie de continuer à être fidèle à Géopolitis, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et chez notre partenaire TV5 Monde. Portez-vous bien.